Je vais voir ici une petite vidéo qui va concerner donc une relation très pratique en MRU quand la vitesse V2x est constante. Si V2x égale constante, on a une relation pratique que je vais introduire dans un petit instant. Mais avant tout, je vais parcourir des petites définitions. Alors, si V2x égale constante, on va avoir une particularité qui peut nous aider, je veux dire, dans les problèmes très simplement. Bah, avant toute chose, je vais partir sur des considérations, je veux dire, de définition. Alors, une des premières définitions que je pourrais donner, c'est tout objet peut être considéré comme un ensemble de points matériels. Le mouvement d'un objet rigide est souvent bien décrit par celui d'un de ces points matériels bien choisis. Donc, on peut avoir un, euh, un objet quelconque, hein, bon, peut être considéré comme un ensemble de points. Bon, on peut étudier aussi un point ponctuel. Hein. Soit vous étudiez un point ponctuel, soit vous étudiez un ensemble de points. Mais on va se dire que le mouvement d'un objet rigide est souvent bien décrit par celui d'un de ces points matériels bien choisis. Donc, rigide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les distances entre deux points restent constantes pour l'objet rigide. Hein. Donc, supposons que je prenne un véhicule ici. Voilà. Si je prends un de ces points ici, c'est la même chose que si je prenais ce point-là. Parce que la vitesse de celui-ci sera la vitesse de celui-là. Parce qu'il n'y a pas de déformation, c'est un milieu rigide. Les distances ici restent constantes. Si les distances restent constantes, je veux dire, tous les points sont constants entre eux. Tous les points gardent leur position au sein du système. Le système ici, deux points auront toujours voilà, une constante. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de déformation. C'est pas qu'on va avoir l'objet qui va faire ceci, et donc on va avoir les points qui vont euh, s'écarter. Non, il reste constant. Et donc s'il reste constant, mais étudier le mouvement d'un ensemble de points, mais ça revient à étudier aussi le mouvement d'un point particulier voilà, du système. Alors généralement, on peut prendre le centre d'inertie, hein, là où ça concentre toute la masse. On prend ce point-là et on étudie le solide comme étant voilà, un solide ponctuel. Voilà, on va réduire le solide rigide, l'objet rigide à un point. Bon, ça c'est une chose. La seconde, c'est que je dirais que les notions de repos ou de mouvement, vous savez très bien que ce sont des notions qui sont dites relatives. Et si elles sont relatives, elles sont non absolues. Donc c'est-à-dire que ces notions de repos ou de mouvement, ils dépendent de l'objet par rapport auquel on regarde, donc par rapport à un observateur. Voilà, bien sûr par rapport à un observateur qui va observer bien sûr le mouvement. Donc les notions de repos ou de mouvement dépendent de l'objet par rapport auquel on regarde le mouvement. Et donc, vous aurez compris que, bon, qui est en mouvement, on ne sait pas dire qui est en mouvement. Un observateur par rapport à un autre, euh, pour, pour voir, enfin, l'observateur, pour voir si quelque chose est en mouvement ou pas, mais il faudra définir ce qu'on appelle des référentiels, hein, des systèmes de référence ou des référentiels qui permettent d'écrire, bon, que l'un est en mouvement par rapport à l'autre, que l'un est au repos par rapport à l'autre. Voilà, donc par rapport à un observateur, bon, il faudra un système référentiel. Il faudra décrire par rapport à un système de référentiel. Qui est le référentiel? Par exemple, vous avez une personne dans un bus et une personne à l'extérieur du bus. Vous allez prendre qui? Le référentiel, c'est le bus ou l'extérieur du bus? Tout dépend. Tout dépend de qu'est-ce qu'on étudie et ce qu'on veut étudier. Donc vous aurez compris que la notion de mouvement et de repos est fortement liée à cette notion de système référentiel. Donc il faut absolument de mettre des repères. Alors qu'est-ce que c'est qu'un repère? C'est un système d'axes. Bon, on peut avoir un repère 1D, 2D ou 3D. Si on est dans l'espace, c'est du 3D. Si on a un problème, on décortique un problème dans le plan, c'est du 2D. Si on fait du mouvement rectiligne, enfin, si on a affaire à un mouvement rectiligne par rapport à un objet qui fait un mouvement rectiligne, bon, un système 1D suffit. Alors, l'origine des axes, elle est commune.
voilà, à tous les objets. Le système d'axe permet de préciser la position d'un point matériel. Donc, c'est-à-dire, s'il est dans l'espace, on pourrait le décrire par une coordonnée x, y, z. S'il est dans un plan, une coordonnée x, y suffit. Et s'il est sur une droite, la position peut être donnée par juste une abscisse. Et donc, on a une position par rapport à une origine. Hein, par rapport à une origine. Donc, s'il y a trois objets qui font des mouvements, ben, ils ont toute une position par rapport à une origine donnée, hein, qui est la même. On ne va pas créer 50 000 origines. Le but, c'est d'harmoniser tout par rapport à les équations, par rapport à une origine. Bon, on peut faire des changements de repères sans aucun problème. C'est pas parce qu'on prend une origine qu'on ne peut pas changer d'origine. Hein. On peut faire ce qu'on veut en mathématiques et en physique. Mais donc, généralement, on étudie par rapport à une origine. Si quelqu'un veut faire un changement d'origine, mais libre, il est libre voilà, de changer d'origine. Alors, la position d'un vecteur d'un point à un instant donné est toujours décrite par un vecteur position qu'on appelle RT. RT peut être donné dans un vecteur 1D, RT peut être donné dans un vecteur 2D, dans un repère 2D, RT peut être donné dans un vecteur 3D. Alors bon, ce RT, bien sûr, c'est si c'est dans un repère 1D, le vecteur position. Alors RT, c'est en fonction du temps. Hein. Alors si on est dans le plan, voilà. Bon, si on est sur une droite, c'est RT égale XI. Si on est dans le plan, RT égale XI plus YJ. Et si on est dans l'espace, RT égale XI plus YJ plus ZK. Alors je rappelle que RT commence à l'origine. Hein. Donc ça veut dire que si vous mettez un point M ici, ça c'est le vecteur RT, le point il est ici, XY, ben, comme le vecteur commence à l'origine, ben, les composantes sont égales, les composantes c'est par rapport au vecteur, sont égales aux coordonnées. Pourquoi? Parce qu'un vecteur, quand il démarre à l'origine, les composantes sont égales aux coordonnées. Et alors, vous pouvez avoir un ensemble de points, M peut décrire un ensemble de points, et je peux avoir, par exemple, R1 à l'instant T1, je peux avoir R2 à l'instant T2, et ainsi de suite. Et donc, je peux décrire l'ensemble des points, la position par rapport à une origine du repère. Et c'est valable en 1D, 2D ou 3D. Voilà. Donc, la vecteur position donne la position du mobile à un instant donné sur sa trajectoire. Ou décrivant, le mobile décrivant une trajectoire donnée. Hein. Voilà. La trajectoire, justement, qu'est-ce que c'est? La trajectoire d'un mobile, bien sûr, c'est une ligne. Elle peut être courbe ou droite. Hein. Bon, si elle est droite, la trajectoire, on a affaire à un MRU, un MR, mouvement rectiligne. Ouais, peut-être MRU, MRUV, MRUA, MRUD, mouvement rectiligne quelconque. Voilà. En tout cas, si la trajectoire est une droite, c'est un mouvement rectiligne. Donc, la trajectoire d'un mobile, c'est la ligne, l'ensemble de points formés par l'ensemble des positions occupées par ce mobile au cours du temps. Donc c'est une courbe voilà, temporelle voilà, qui va être tracée en fonction du temps, voilà, qui décrit voilà, les positions. C'est une courbe qui décrit les positions occupées par le mobile au cours du temps. Et donc la notion de trajectoire est aussi une notion relative qui dépend bien sûr du choix du référentiel. Donc vous voyez que le référentiel peut intervenir pour la notion de repos ou de mouvement ou la notion de trajectoire. Donc le référentiel voilà, joue dans le référentiel de position
en fonction du temps possède son vecteur position RT, possède son vecteur déplacement, possède bien sûr les vitesses, les vitesses instantanées à des instants donnés t, des vitesses moyennes et tralali tralala. Dans une courbe, on peut trouver les vitesses, même les accélérations et tout ce qui s'ensuit. Donc, les référentiels de position en fonction du temps, qui va décrire ce référentiel, bon, donne les positions par rapport à l'origine d'une trajectoire d'un mobile, eh bien, il faut absolument un référentiel pour pouvoir positionner les points, pour pouvoir faire les calculs, mettre les équations. Mais il faut savoir aussi que c'est une notion de mouvement et de repos, c'est une notion relative. Parce que ces notions dépendent de l'objet par rapport auquel on regarde le mouvement, donc il faut un système référentiel. Mais que la notion de trajectoire est aussi une notion relative qui dépend du choix du référentiel. Voilà. Ensuite, on a le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, comme je vous ai dit, il y a le vecteur position. Le vecteur déplacement, ben, il part de l'origine du trajet à vol d'oiseau jusqu'à l'extrémité. Par exemple, dans une carte, vous avez une carte, voilà, vous tracez, même si le trajet fait ceci, voilà, ça c'est le trajet, ben, on regarde le trajet à vol d'oiseau, là, c'est le vecteur AB, qu'on appelle vecteur déplacement. Parce que ça décrit une courbe. Hein. Là, ça, c'est la courbe. S, c'est la vraie trajectoire, elle est là. C'est la trajectoire réelle. Voilà. C'est S. Voilà. Par contre, là, on a le vecteur déplacement. Voilà. Et donc, la norme du vecteur déplacement, ben, c'est la distance de A à B. Alors, le vecteur déplacement donne, en norme, va donner la distance à vol d'oiseau. La direction ben, donne la direction, la plus courte distance de point A à point B, c'est-à-dire c'est la plus courte distance d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Hein. Et donc ici, on a bien le support de AB, le support d'un vecteur, c'est une droite. Je pourrais dessiner la droite qui supporte le vecteur AB, parce que c'est quoi un vecteur? C'est une portion de droite, puisque c'est un segment. Et donc, si c'est un segment, on peut reconstruire son support. Hein. Son support, il est là. Donc, un segment provient, c'est une coupure d'une droite. Hein. Et donc, je peux, à partir d'un segment, reformer la droite. Et donc, cette droite s'appelle voilà, le support. Le support du segment. Et comme ici, c'est un vecteur, c'est le support du vecteur. On parle plutôt de support de vecteur que de support de segment. Et donc, le vecteur de déplacement, D, c'est le vecteur qui prend son origine au point de départ et son extrémité au point d'arrivée. Le déplacement D, ben, c'est la norme, hein, c'est la norme du vecteur déplacement. Tracé de la position bien sûr initiale à la position finale. La distance parcourue, c'est S. C'est la distance réelle parcourue sur la trajectoire pendant la durée du mouvement, en incluant éventuellement les mouvements aller-retour. Hein. On peut avoir des allers-retours. Voilà. Alors, à partir de là, je peux donner la relation pratique. La relation pratique, comment je vais la faire? Alors, bien sûr, c'est pour un MRU. Hein. Je vous ai dit que la vitesse était constante. Donc, il faut se placer dans un contexte où on est dans un MRU. Et donc, je vais aller chercher la loi du MRU. Que dit la loi du MRU? La loi de l'espace en fonction du temps, x de t est égal à x0 plus v fois t, avec la vitesse qui est constante et l'accélération qui est nulle. Voilà, ça c'est la loi du MRU. Alors, si à l'instant t1,
j'aurai x1. J'aurai x0 plus la vitesse étant constante, t1. Maintenant, à l'instant t2, ben, j'aurai une position t2 qui sera égale à x0 plus v fois t2. De ces deux-là, si je fais la différence, x2 moins x1, c'est égal à vt2 moins vt1 plus x0 moins x0, ceci va s'annuler. Donc c'est indépendant de, voilà, du départ. Donc ça ici c'est par rapport l'un par rapport à l'autre. C'est x2 par rapport à x1. Ça je peux l'appeler delta x. Donc c'est directement l'écart. Hein, si vous avez, on fait plus référence au 0 ici. Ça fait x2, x1, on peut prendre directement l'écart ici, delta x. Voilà. Alors delta x, on sait bien que la vitesse dans cet espace court de temps, enfin dans cet espace de temps, qui est x2 moins x1, la vitesse est constante. Bon, la vitesse, je peux l'appeler v de x. Alors, supposons que j'appelle la vitesse v de x. V par rapport à la vitesse par rapport à l'axe x. Ben, je peux écrire que j'aurai v de x t2 moins t1. Et qu'est-ce que c'est que t2 moins t1? Ben, c'est delta t. C'est les instants qui vont se dérouler entre x1 et x2. Voilà. Et donc ça, c'est une relation qui est très, très intéressante dans les calculs. V de x étant constant, qu'est-ce que je peux écrire? Donc, delta x est égal à v de x delta t. La vitesse étant constante, on aura delta x sur delta t qui est égal constante, parce que v de x étant constant. Et ça, vous remarquez, qu'est-ce que c'est? Si vous faites x2 moins x1, t2 moins t1, bien, ça, vous reconnaissez la vitesse si v de x reste constant, la vitesse moyenne delta x sur delta t est égale à la vitesse instantanée v de x. Voilà. Donc je répète, si v de x reste constant, la vitesse moyenne delta x sur delta t est égale à la vitesse instantanée v de x. Bien sûr, cette relation n'est valable que si v de x est constante. Ah, que si v de x est constante. Maintenant, je peux écrire ça autrement. Je peux écrire ça autrement. Donc la vitesse moyenne est égale à delta x sur delta t. C'est l'écart d'espace sur l'écart de temps. C'est la variation de position d'un mobile au cours du temps. La variation, c'est la variation de position d'un mobile au cours du temps. Alors, si maintenant j'ai une trajectoire comme ceci, vecteur de déplacement, on va de A à B, voilà. Si la trajectoire est rectiligne, si j'ai bien dit si la trajectoire est rectiligne, ben, je peux écrire V moyen est égal à la norme du vecteur déplacement, qui est le déplacement, hein. La norme du vecteur déplacement, c'est le déplacement. Donc le déplacement divisé par delta t. Voilà. Si la trajectoire est rectiligne. Maintenant, si la trajectoire est quelconque,
et qu'elle décrit une courbe S, là, de A à B, si elle décrit une courbe S, ben, la vitesse moyenne, je peux la décrire comme étant c'est S sur delta t. Bien sûr, là, delta t, ce sera TB moins TA. Delta t, ce sera TB moins TA. C'est le temps mis. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, s'il a roulé vite ou moins vite, on s'en fout. Par exemple, il roule vite, et puis il roule moins vite. Voilà. La vitesse moyenne est considérée comme une vitesse constante. C'est-à-dire que c'est voilà, le temps mis. On considère que de point de vue, voilà, il a fait un trajet de A à B. Voilà. Et le second point de vue, c'est que le temps mis pour parcourir ce trajet est delta t. Et donc le rapport S sur delta t ben, donne la vitesse moyenne. Ça veut dire qu'en moyenne, il a roulé tout le temps à la même vitesse de... par exemple, ici, je vais donner un exemple. Voilà, ici, il a roulé une fois à 5 km/h, puis 7, puis 9, puis 10. Ben, tout ça, on s'en fout de ce qu'il a fait entre eux. On regarde la vitesse en moyenne, ce qu'il a roulé la vitesse moyenne qu'il nous faut. Voilà. Même s'il a roulé une fois à 7 km/h, une fois à 10, il faut aller chercher la moyenne de la vitesse. 12 km/h. Voilà. Voilà. Donc, comment trouver la moyenne? On ne fait pas la somme divisée par... voilà, c'est pas comme ça que ça va. Comment est-ce qu'on fait? Ben, on recherche la distance AB. Ce sera la distance de A à B, que je vais appeler S. C'est le trajet, hein, la distance de la trajectoire, que j'appelle S. S, c'est voilà, tout ce qu'il a parcouru comme ceci. Hop, voilà, il a fait je ne sais pas combien de kilomètres. Divisé par le temps TB moins TA. Et là, on aura la vitesse moyenne. C'est comme ça qu'on calcule la vitesse moyenne. Donc, c'est comme s'il avait roulé en moyenne à une vitesse constante durant du trajet pour aller de A à B. Mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il a roulé parfois plus vite, parfois moins vite, parfois un peu plus vite. Voilà. Donc, c'est ça une vitesse moyenne. Donc, c'est le quotient de la distance parcourue suivant la trajectoire qui est ici S par rapport à voilà l'intervalle de temps mis pour parcourir ce trajet, c'est-à-dire le temps de TA moins TB. Donc ici, vous voyez que l'origine, on fait plus, on fait abstraction de l'origine. Hein. On fait abstraction de l'origine parce que l'origine ici quelque part elle était voilà simplifiée. On ramène plus par rapport à une origine de position x0. Peu importe d'où il soit parti, c'est ça que je veux dire. Voilà, peu importe, on regarde que la situation finale moins la situation initiale. Voilà, enfin, je veux dire, on regarde que la situation finale et la situation initiale. Situation finale de quoi? Ben, des espaces. C'est x2 moins x1. Voilà, delta x. Et on regarde la situation finale temporelle, c'est-à-dire t2 moins t1, c'est-à-dire delta t. Et grâce à ça, ça permet d'avoir une vitesse constante qui est la vitesse moyenne. Donc, c'est un cas particulier, c'est voilà, très pratique pour les calculs. Bien sûr, cette relation, comme je l'ai dit, elle n'est valable que si la vitesse est constante. Hein. Elle permet un calcul rapide, si vous voulez, de la vitesse d'un MRU. En MRU, voilà. Alors, bien sûr, la trajectoire, comment elle est vue? Cette trajectoire que je vous ai dessinée, parce que tout est une question de réinterprétation. Supposons qu'on a ceci comme trajectoire, A, B. Cette trajectoire-là, vous allez l'étirer, la mettre comme si on avait un MRU, A, B. Donc, vous étirez le fil pour avoir un mouvement rectiligne.
Voilà, et bien sûr, la situation temporelle, bon, elle ne change pas. C'est pas parce que vous avez tiré le fil que le temps va s'allonger. Voilà, c'est simplement ici, c'est sous forme d'une courbe, là on la remet sous forme d'une droite. Donc on a un mouvement rectiligne. Et comme la vitesse elle est constante, on retraduit sous forme d'un MRU. Voilà, mais c'est particulier. On a une vitesse moyenne, delta x sur delta t égale v moyen. C'est comme si on avait un MRU alors que la trajectoire n'est pas en mouvement rectiligne. Mais on retraduit ça par une équivalence de la trajectoire rendue rectiligne. Voilà, on crée une relation, enfin on crée une équivalence qui fait en sorte que la trajectoire courbe devient une trajectoire rectiligne et donc on peut associer le tout à un mouvement rectiligne uniforme puisque la vitesse est constante. Parce que la formule là elle est applicable qu'uniquement quand la vitesse est constante. Donc si vous faites un trajet sur autoroute, bon, vous allez vite, un peu moins vite, vous pouvez considérer les situations initiales et finales, hein. C'est-à-dire combien de kilomètres qu'il y a que vous avez parcouru divisé par l'intervalle de temps. Et là, vous avez une vitesse moyenne, c'est pratique, c'est quelque chose que vous pouvez aller rechercher tout de suite sans faire d'analyse quoi que ce soit, hein. Vous avez un rapport direct et vous avez une vitesse moyenne qui ressort directement du lot. Je vous remercie.